Si vous pouvez enlever la petite fenêtre noire sur la droite, ça serait assez bien. Mais on va parler, on se connaît tous. En tout cas, vous m'entendez? Oui, oui, très bien. Super. Alors, d'abord, salam alaikum, sabahkum bkhair. Je remercie autant les organisateurs que tous ceux qui vous accompagnent pour le dynamisme qui vous caractérise, et en particulier en ces moments extrêmement difficiles dans lesquels nous sommes tous emportés parler du Covid. Et je salue cette initiative de parler de maladies héréditaires du métabolisme. Alors, parler des choses rares au moment où il y a une problématique majeure dans le pays paraît parfois incongru. D'ailleurs, je ne parlerai aujourd'hui, je ne présenterai, je n'ai pas la prétention du tout de parler des maladies héréditaires du métabolisme, car je n'ai pas du tout la compétence de la chose, mais j'essaie de partager avec mes collègues qui, certainement parmi les auditeurs, connaissent beaucoup de choses pour avancer dans le diagnostic, c'est-à-dire les fondamentaux dans les maladies héréditaires du métabolisme et mettre un peu de tri dans l'organisation de demande des examens pour éviter parfois l'errance des patients et parfois des réponses qui ne sont pas conformes à ce que vous attendiez. Alors, les maladies héréditaires du métabolisme font partie des maladies rares. Tout le monde le sait. Ces maladies rares qui sont maintenant connues de l'ordre de 7 000 à 8 000 à peu près, 7 000 à 8 000, il n'y en a à peine que 400 qui ont un traitement. Soulignons tout de suite que nous ne parlerons pas. Nous n'allons pas ici parler de maladies pour lesquelles qui sont du statut de la recherche scientifique et non pas du traitement. Nous allons évoquer particulièrement les affections qui ont un traitement. Les maladies métaboliques sont des maladies rares. On le sait, font partie des maladies orphelines, un mot que je n'aime pas, le mot orpheline parce qu'on est orphelin des systèmes de santé. On n'est pas orphelin on est orphelin de père, de parents, mais des systèmes de santé, des systèmes politiques de santé. Mais il faut le dire, les maladies métaboliques, quand j'ai commencé à côtoyer ces affections il y a une quarantaine d'années, on ne savait pas du tout, on ne connaissait pas, c'était de l'ordre du statut de la recherche, quand on avait un cas, 2 cas, et on venait à peine l'élément. Mais en fait, il faut savoir qu'on trouve que si on cherche, et on cherche que ce que l'on connaît. Et le professeur Ben Halleg, elle disait, parce que vous êtes des mauvais chasseurs, M. Hamlaoui. Le gibier, vous ne l'avez pas parce que vous êtes mauvais chasseurs. Et donc, je souligne parfaitement bien, il a dit, le professeur Ben, c'est-à-dire sur la formation et le savoir dans ces affections. Deuxièmement, dans ces maladies héréditaires du métabolisme, il faut s'attacher d'abord aux maladies traitables en urgence. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire en extrême urgence pour sauver cet enfant, sauver l'organe, sauver la vie, sauver cet enfant? C'est elles qui doivent être évoquées en premier. D'abord, les maladies héréditaires du métabolisme qui nécessitent un traitement en urgence. C'est parce que ma formation et ma vie a été au niveau des urgences pédiatriques que j'étais amené à voir ces patients parce qu'ils ont le foie malade, ils ont en dysfonctionnement, le myocarde dysfonctionnement, le cerveau en dysfonctionnement, le rein en dysfonctionnement, le poumon. Donc, c'est elles-ci qui doivent être évoquées en premier. Et très souvent, et je m'interroge pourquoi on s'attache à aller faire la confirmation moléculaire et parfois même génétique pour faire le traitement. Très souvent, ce sont des hypothèses diagnostiques sans attendre à la confirmation diagnostique. Et nous allons avoir tout à l'heure, et vraiment je salue l'intervention du professeur Beztoussi sur l'analyse extemporanée au lit du malade, sur les différentes biochimies que nous pouvons tirer comme conséquence et conduite thérapeutique. Là, les urines seront la pierre angulaire dans la recherche. Et enfin, il n'y a pas de honte, ne pas hésiter à demander quand on n'est plus dans le coup, lorsqu'on est dépassé, il faut demander de l'aide et c'est là, demander à un confrère, un collègue. Et ceci, les réseaux sont extrêmement rapides, Ces maladies ont un impact dans le monde qui dépasse le cancer et le sida réunis. Donc, elles existent, elles sont extrêmement importantes. Regardez ce qu'elles représentent à travers le monde, à tel point que l'OMS, et au niveau de l'ONU, les chefs d'État ont inscrit, il y a 2 ans, au niveau de l'Assemblée générale à New York, que les maladies orphelines
font partie de la santé du citoyen. Elles sont très souvent, 8 sur 10 sont héréditaires et donc autosomiques récessifs. Il y en a quelques-unes au sexe, mais elles sont la grande majorité autosomiques récessives, c'est-à-dire portées à la fois par un gène par le père et également par la mère. Ces maladies orphelines, ces maladies héréditaires du métabolisme, et vous le savez tous, chacun de nous a l'expérience. Il y a dans les pays, une enquête a été faite au niveau Eurordis européen, au niveau de tous les pays européens, les 27, ils ont trouvé qu'il y avait quand même 8 ans pour faire un diagnostic. Donc la chose n'est pas facile. C'est pour ça qu'on va essayer de mettre de l'ordre pour avoir d'abord une approximation, ensuite une confirmation. Et très souvent, les parents vont errer parce qu'ils vont vers des spécialistes sur spécialistes, des examens complémentaires coûteux, et enfin, pendant ce temps-là, une grossesse va venir. Une grossesse parfois avec le même risque. Pendant donc toutes ces maladies héréditaires du métabolisme et l'ensemble des maladies rares, vous le savez qu'elles sont responsables de conflits sociaux, de ruptures sociales, de divorces, d'handicap et de décès. Et ces maladies-là, extrêmement importantes, extrêmement fréquentes dans les pays où il y a de l'endogamie, et je ne vais pas encore, et en particulier, quand on a fait un travail au niveau de la Ligue arabe, on avait trouvé de l'endogamie, le pays le plus faible, c'était le Liban, et il y avait des pays qui avaient 60% de mariages consentis. Ceci est à l'origine, effectivement, de l'exacerbation de ces maladies métaboliques, héréditaires du métabolisme, qui se résument en quoi? Elles résultent toutes d'un déficit enzymatique. Elles résultent d'un déficit enzymatique, le déficit enzymatique qui peut toucher à la fois le métabolisme, c'est-à-dire les acides aminés, la phénylalanine, la tyrosine, et bien d'autres, la leucine et bien d'autres, les métabolismes protidiques, les métabolismes lipidiques est beaucoup plus complexe. Ce que nous rencontrons souvent et pour lequel il y a une attitude d'urgence à faire, c'est le métabolisme glucidique parce qu'il est source d'hypoglycémie. Chaque fois qu'il y a une anomalie du métabolisme de glucides, un déficit enzymatique, je pense aux glycogénoses, ou encore protidique, il y a également des attitudes, que ce soit dans l'hyperammonémie ou que ce soit encore les aminoacidopathies, des situations à prendre en charge assez rapidement. Je viens de vous le dire, c'est parce qu'il y a un déficit enzymatique, l'enzyme n'existant plus, il va y avoir, qu'est-ce qui est la conséquence? Il va y avoir un excès de composé A, un composé A qui va être en excès et qui va avoir des effets toxiques. C'est pour ça, cette classification que nous allons voir tout à l'heure, c'est l'ensemble des maladies où il y a un métabolite, un substrat qui va être toxique, toxique pour le cerveau, toxique pour le rein, toxique pour le poumon, toxique pour l'hémoglobine, toxique pour l'ensemble des organes, et parfois, le reste, le B étant en faible, il va y avoir un déficit du pro-B, donc une hypoglycémie. C'est la conséquence de ce déficit enzymatique qui va être à l'origine. C'est pour ça qu'il y est attaché dès le départ, et c'est ce que j'ai appris de mes aînés et de mes maîtres, c'est que les maladies métaboliques, elles existent. Ce n'est pas une hypothèse simplement théorique, elles existent, nous les avons appris quand on a fait la biochimie, mais malheureusement, très souvent, la biochimie ne suit pas la clinique, elle reste très souvent sur les bancs de la faculté de médecine, alors qu'elle devrait au contraire être attachée. Et le professeur Bensnoussi connaît bien ces années glorieuses où la biochimie, nous avions notre maître, Jean-Paul Grangot, qui était un éminent biochimiste qui m'avait marqué à la fois par les connaissances biochimiques et ensuite de la pédiatrie. Et donc, deux types de maladies métaboliques. D'abord, les maladies traitables. C'est à cela qu'il faut s'attacher. C'est pour ça qu'il faut le plus rapidement possible les repérer, car il faut les traiter. Il faut réunir les éléments. On va voir les éléments anamnestiques, cliniques, biologiques, parfois génétiques, s'il le faut. Imagerie, maintenant, on a énormément de l'imagerie, en particulier cérébrale, cardiaque, hépatique. En période de crise, surtout en période de crise, très souvent intercritique, vous ne retrouvez strictement rien, afin de mettre en route un traitement probabiliste. Très souvent, j'ai vu des confrères, éminents confrères, mettre des traitements probabilistes. Et les autres, qui ne sont pas traitables, non traitables dans l'état actuel des connaissances, et dont le but n'est pas les perdre, c'est car il faut réunir les éléments de diagnostic pour peut-être
un diagnostic anténatal, et là, j'ouvre et je referme en même temps pour le conseil génétique. Il viendra un jour, sûrement, le conseil génétique, et je ne viens pas quand on va des pays, c'est pas parce qu'on est un pays avec une idéologie, une religion qui interdit l'interview de grossesse qu'on ne peut pas ouvrir le débat sur le diagnostic anténatal des pays musulmans. Les pays musulmans en parlent. Ces maladies héréditaires du métabolisme sont classées en 3. Je vous l'ai dit tout à l'heure, les intoxications. Les autres, c'est le trouble du métabolisme, et certains complexes. Et ces anomalies du complexe posent rarement un problème d'urgence. Je ne m'apesanterai pas du tout sur ces anomalies. Ce sont les maladies peroxysomales, liposomales, etc. Ce n'est pas celle-ci qui va nous préoccuper. Ce sont celles-là qui vont, parce qu'il y a un endogène, parce qu'il y a un toxique endogène, qui va y avoir, par exemple, au niveau du foie, dans la tyrosine, au niveau du rein pour la tyrosine, au niveau du cœur pour la carnitine, au niveau également de l'ammonémie pour du cerveau. Le cerveau avec l'hypertension intracrânienne, et Dieu sait quand on va prendre les hyperammonémies avec cette préoccupation sur l'hypertension intracrânienne dans la prise en charge, tous ces toxiques doivent être, ces maladies-là doivent être le plus rapidement corrigées. Et les métabolismes énergétiques, en particulier sur l'hypoglycémie. Sur les accidents endogènes, je vous les citais, vous les connaissez sûrement. Ce sont l'ensemble des aminoacidopathies, les acides uréorganiques, isovalériques, propioniques et méthylmaloniques, le cycle de l'urée. On connaît maintenant les déficits en cycle d'urée innés, mais nous avons reçu des enfants à cause secondaire à des produits, secondaire à des médicaments, et vous connaissez tous un médicament qui peut induire également des insuffisances hépatocellulaires avec des hyperammonémies secondaires, en particulier utilisées dans l'épilepsie, ou encore des intolérances au sucre. Le groupe 2, ce sont l'ensemble des métabolismes énergétiques, c'est-à-dire qui sont par un défaut de production ou d'utilisation de l'énergie, c'est-à-dire le glucose, mais en même temps le lactate. On dit les lactates, et j'aimerais bien devant corriger cette erreur nosologique, cette erreur linguistique de dire les lactates. Non, il y a un lactate, il n'y a pas les lactates. Et d'autre part, deuxième remarque également, le lactate n'est pas l'ennemi de la vie humaine. C'est au contraire, c'est un marqueur de substitution à une carence. Lorsque nous sommes devant un enfant qui a une hypoglycémie, lorsqu'un enfant devant un choc septique, lorsqu'un enfant devant une insuffisance circulatoire, donc toutes les conséquences avec une hypoxémie, le lactate est un marqueur car il vient au secours de la fonction cellulaire. Et tant qu'il existe, c'est que vous êtes en présence d'un dysfonctionnement cellulaire, qu'il soit foie, muscle ou encore le cerveau. Et le lactate, si parmi les éléments pour lesquels nous avons tout fait pour que nous l'ayons H24 dans l'unité, et non pas le service que je dirigeais, je n'étais pas chef de service, mais responsable de l'unité de réanimation. Par conséquent, le lactate est un élément extrêmement important. L'hypoglycémie est un symptôme majeur. L'hypoglycémie, c'est quelque chose aussi bien dans l'anomalie d'oxydation des acides gras ou encore les glycogénoses et les acidoses lactiques congénitales que vous connaissez, en particulier les cytopathies mitochondriales, les pyruvates déshydrogénases ou encore la pyruvate carboxylase. Et enfin, le groupe 3, pour lequel, je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de traitement d'urgence et donc, par conséquent, je ne vous cache pas, c'est un diagnostic qui arrive avec beaucoup de temps. Ce que nous allons par contre, c'est celle-ci, le groupe 1 et le groupe 2 sur lequel nous allons. Ces maladies héréditaires du métabolisme, et dans le monde arabe et particulièrement, il y a, regardez qu'est-ce qu'on trouve dans les maladies génétiques, qu'est-ce qu'on a dans les maladies génétiques, qu'est-ce qu'on a? On a essentiellement des atteintes nerveuses et des atteintes métaboliques. Elles viennent immédiatement après les anomalies chromosomiques, génétiques. Par conséquent, à côté, quand on voit les maladies génétiques au niveau du monde arabe, au niveau de ce centre qui est dirigé à Dubaï, on retrouve que ce n'est pas, regardez, les anomalies génétiques cutanées, génitales, musculo-élastiques, digestives, tout ce qu'on veut, déficit immunitaire, tout ce qu'on veut. Eh bien non, c'est le système nerveux central et avant tout les maladies métaboliques. C'est pour ça qu'on doit les connaître. Ces maladies métaboliques, une fois qu'on a fait ce tour-là et faire le point de leur importance qu'il faut les connaître,
et nous perturbent. Et tous ceux, je pense, et le professeur Benensnoussi sera le premier à appuyer ça, ils ont très souvent une symptomatologie urgente. Elle vient dans le cadre d'urgence, et pas plus tard qu'hier, je recevais un mail sur un dossier d'un malade qui était comme ça. C'était une urgence. À ce moment-là, ce n'est plus la maladie qui va venir au premier lieu. Ce sont les désordres que cette maladie induit, et que par conséquent, vous allez le prendre en matière, vous allez le prendre pour que cette maladie, pour ce qu'il a donné, c'est-à-dire l'hypoglycémie, l'hyperammonémie, ils sont extrêmement prédisposés à faire l'infection, le sepsis, en particulier les hyperammonémies, les cysacidémies propioniques, méthylmaloniques, ce sont des situations urgentes et que pour lesquelles il faut prendre. D'autre part, ce qui est déroutant, c'est qu'une symptomatologie non spécifique. Alors, aucun ne vous criera que telle affection. C'est un réseau, on va voir tout à l'heure, rien n'est spécifique. Lorsque vous allez recevoir un coma, c'est un enfant pour lequel un coma apyrétique, c'est un enfant qui a 16 mois, 18 mois, avec ou sans insuffisance hépatique. Donc, rien ne peut dire qu'il s'agit d'une infection. C'est pas les faisceaux d'arguments qu'on va retrouver tout à l'heure qui vont vous indiquer que, par conséquent, qu'elle a un répertoire limité des symptômes qui fait que cette triptyque-là nous laisse toujours sur notre avant-garde et que c'est parce que côtoyer les services de réanimation, et je le dis avec une grande modestie, que la réanimation pédiatrique, l'urgence pédiatrique, c'est la synapse de l'ensemble des spécialités, c'est là où vient les dysfonctionnements cardiaques, immunologiques, respiratoires, hématologiques, hépatologiques, ou hépatiques, ou encore hydroélectrolytiques et rénales. Et donc, l'ensemble de ces symptômes vous fait que vous devez évoquer les maladies métaboliques, et en particulier dans les pays où il y a une forte consanguinité. Et que ces maladies intéressent avant tout, ces maladies héréditaires sont à révélation néonatale. J'ai supprimé pour aller vite un tableau qui est extrêmement important, qui vous montre qu'ils sont avant 2 ans, et surtout en salle c'est le nouveau-né, c'est-à-dire pendant les 3 premiers mois. Et c'est pour ça que le néonatologiste est c'est lui qui est en première ligne pour organiser. Je dis néonatologiste, mais on est dans un pays vaste. Et j'ai eu grand plaisir à faire exposer ça d'ailleurs avec le même langage aux sages-femmes, à l'Association nationale des sages-femmes, celle qui se trouve assez loin, qui va dépister, parce que en dépistant ces maladies sur des symptômes anamnestiques ou cliniques ou biochimiques simples que nous allons voir tout à l'heure, elle peut rapprocher cet enfant-là d'un centre dit de référence ou d'expert ou tout ce qu'on veut pour faire ce diagnostic et ne pas exposer cet enfant à l'asphyxie, c'est-à-dire la survie et la prévention des séquelles neurologiques. Cet enfant qui va convulser parce qu'il y a une hypoglycémie, parce qu'il a une convulsion pyridoxino-dépendante, parce qu'il a, ce sont des enfants desquels, parce qu'il fallait un régime particulier, la prévention commence très tôt. Ce sont des enfants parce que c'est à ce stade-là où le cerveau est en train de se développer, car là où vous pouvez intervenir, et comme Frédéric Douglas disait qu'il est plus facile de créer des enfants solides que de réparer des hommes brisés. Comment allez-vous faire lorsque vous avez un enfant avec un handicap majeur? Et tous autour de ce webinaire, vous partagez cette expérience, les difficultés sur lesquelles, quand vous allez à un enfant qui est déjà, ou des familles, on a des familles qui ont comme ça des erreurs, des maladies du métabolisme. C'est pour ça qu'il faut aller la précocité du diagnostic. Et donc, parce que le néonatologiste également, il y a maintenant connu, depuis maintenant 8-10 ans, nos amis ont exposé, en particulier Vassili Vanelopoulos, avait énormément écrit sur les signes anténataux, en particulier les anasarques. Les anasarques, je vous les ai énumérés, des arguments qui peuvent avoir une origine métabolique, c'est les antécédents de mort fétale, et surtout que vous ne trouvez pas de paramètres. Il n'y a aucune... sa CRP est négative, sa procalcitonin est négative, il n'y a pas de thrombopénie, vous avez mis de l'antibiothérapie, la PL est normale, il n'y a pas de malphoutose, comme dit Jean-Marie Dubré, et vous êtes même allé, on a vu des gens qui font même un karyotype. Donc, pensez à ces maladies-là, toutes ces maladies peuvent avoir, les anasarques peuvent avoir une expression et peuvent avoir des reins hypericogènes, en particulier le syndrome cérébro-hépatorénal ou le déficit des acides gras, les anomalies cérébrales, maintenant puisqu'on fait le diagnostic en anténatal, en IRM fonctionnel en anténatal, les épiphyses ponctuées, etc. C'est pour vous dire qu'en anténatal, l'obstétricien maintenant, lorsqu'on fait une échographie fétale,
et qui est une vraie spécialité, mes amis, une vraie spécialité, on peut orienter, surtout lorsqu'on a une histoire connue. Et bien finalement, qu'est-ce qu'on a chez ce nouveau-né? Ça peut être soit un prématuré, soit un nouveau-né à terme. C'est un nouveau-né prématuré, c'est une association fortuite, mais parce que vous avez, on va voir tout à l'heure, des symptômes, ou bien c'est un nouveau-né à terme, qui n'a pas eu de traumatisme, qui n'a pas eu d'infection, qui n'a pas d'anomalie hydroélectrolytique, qui n'a pas de malformation. Eh bien, pourquoi cet enfant-là, il est moche? Il respire mal, il tète mal, il a une hypotonie. Pourquoi évoquer la maladie? Les erreurs du métabolisme, parce que du fait même que les symptômes non spécifiques, et je pense que je ferai dans une autre diapo, Jean-Marie Saudubré nous disait en réanimation, il disait que 30% des nouveau-nés étaient considérés, et ça faisait déjà plus de 25 ans, il disait que 30% des nouveau-nés étaient considérés comme infection néonatale, alors qu'il n'a aucun critère d'infection néonatale, aucun critère clinique, biologique ou anamnestique. Mais surtout, lorsque évoquer la maladie, lorsqu'il y a une consanguinité, lorsqu'il y a des décès inexpliqués, dans la famille, pas forcément au premier niveau, remonter à un niveau supérieur, vous allez trouver, ou la chronologie des événements, c'est-à-dire, vous avez mis l'antibiotique, et il nous arrive. Dès le départ, on est de garde, on met l'antibiotique, on a pensé que la PL n'était pas douteuse, on a corrigé les troubles électrolytiques, on a fait l'échocardiographiie, on a fait une ETF, il n'y a rien, il n'y a pas d'hémorragie, il n'y a pas dysphoxie. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe à cet enfant-là? On a fait sa gazométrie, on ne trouve pas. Eh bien, évoquer, parce qu'il y a une chronologie des événements, une non-réponse à un traitement que vous avez à juste titre. Personne ne reproche à un médecin d'avoir mis des antibiotiques, d'avoir corrigé une glycémie qui était basse hier, qui était basse. Et donc, à partir de là, repenser à une maladie. Mais il y a maintenant, très souvent, les maladies, les symptômes. Et là, postnataux sont, que vous connaissez tous, c'est les décompensations. Il y a une période, ce qu'on appelle de laps, une période creuse, où vous n'avez rien du tout. Silencieuse, et pendant ces 3 mois, à partir du troisième mois, vont apparaître une léthargie, une hypotonie, des convulsions, troubles respiratoires, un sepsis sans raison, même si vous trouvez des Escherichia coli, une odeur, et voilà, le professeur Bensoussi, les odeurs inhabituelles. Et M. Jean-Marie Saudubré nous donnait dans des tubes, on sentait l'odeur de sueur, des pieds de choux moisis, sirop d'érable. Et j'avais dans le service des tubes comme ça à faire sentir, ça faisait rien, mais ça fait très très bien. Et c'est pas une blague quand M. Bensoussi vous dit en goûter et comment est ça, le pédiatre qui était à Bénémessous, le pied était collé au sucre parce qu'il y avait une glucosurie, un ictère inexpliqué, de tableaux dysmorphologiques, une viscéromégalie. Ce sont autant de symptômes qui vont vous orienter pour... Ils sont tous non spécifiques, vous l'avez vu. Mauvais état général, signes neurologiques, il s'endort sur la tétée, des signes digestifs, c'est-à-dire vomissement incoercible, diarrhée, intolérance digestive, des signes respiratoires. C'est un bébé moche. Voilà, je retiens le moche que j'ai appris. Bébé moche, il n'est pas bien. C'est le coup d'œil du maquignon, mais Hajbnish. Alors, les signes spécifiques, j'ai envie de les mettre. Oui, mais il n'y a pas de. À part les urines. Et de la laine acétonémique, oui, la détresse neurologique peut être, sinon c'est la polypnée qui ne représente rien du tout, mais la détresse neurologique et en particulier des mouvements. Je pense que les neurologues pédiatres vous diront que ce soit le mouvement de boxing ou le mouvement de pédalage, j'alourdis pas par la diapositive, c'est le enfant qui va pédaler, ou là, comme une boxe, il va avoir ces signes qui peuvent orienter sur une maladie, mais une maladie héréditaire du métabolisme. Les signes d'orientation, par contre, extrêmement importants. C'est la consanguinité, pas simplement au premier niveau, des antécédents, des décès dans la fratrie, un intervalle libre, une détresse neurologique primitive qui n'a pas répondu au traitement, voilà, à une aggravation malgré le traitement symptomatique. Et tout cela va vous dire que vous devez. Alors, comment allez-vous retrouver? Vous êtes en réanimation, vous avez un nourrisson, on vous l'a amené parce qu'il a un trouble de la conscience, vous avez fait les examens dès le départ, vous êtes parti. Dans ces cas, il faut toujours partir sur quelque chose qu'on peut traiter. Et je répète encore une fois, je ne partirai pas sur une maladie métabolique
3 choses. Quand vous êtes devant un enfant comme ça, et ça, c'est le fondamental de la réanimation, aller sur ce qui peut se traiter. Ce qui peut se traiter, c'est l'infection, car la malfaisance du quantitas. Donc, vous ne allez pas passer à une maladie métabolique sans avoir éliminé l'infection. 2, la malformation. Attention, la malformation. Donc, 1, les infections. 2, la malformation, pour penser aux maladies métaboliques. Donc, pour aller se retrouver là-dedans, il faut passer par étapes qui peut être brève, car en réanimation, la chimie des urines et le reste, le dextro et les bandelettes sont utilisés énormément dans le service. Donc, qui va vous dire, l'infirmière, la purgatrice va vous dire, écoutez, docteur, celui-là, ça, ce sont très importants. Les examens clés, ce sont les fondamentaux. Vous ne pouvez pas passer sur l'équilibre, M. Benstoussi a appelé l'interférence de l'acidose et l'analyse du pH urinaire en fonction du pH plasmatique, c'est quelque chose de fondamental dans la prise en charge, aussi bien dans les maladies métaboliques d'ailleurs que dans les situations aiguës comme le choc septique, et ceci est une autre préoccupation. Deuxième chose, c'est le lactate. Quand on a commencé il y a 40 ans, il n'y avait pas le lactate dans les gaz du sang. Quand on a commencé à 50 ans, les gaz du sang étaient une vraie machine à laver. On faisait avec les courbes d'Astrup, on faisait les courbes de Sigar-Anderson, c'était une vraie machine à laver. Une demi-heure pour faire un gaz du sang, ils ont été extrêmement simplifiés, la tâche est extrêmement rapide et on met dedans maintenant, on a les lactates, on a la bilirubine, on a la glycémie, on a le sodium, on calcule le trou anionique, on calcule la PaO2, les bicarb. Et donc, vous avez simplement sur 0,2 millilitres sur des appareils qui sont maintenant à disposition en Algérie pour lesquels vous pouvez faire. Et d'autre part, ce sont la chimie des urines, en particulier pour les corps cétoniques et la glycosurie. Ce sont des examens clés. On ne pourra jamais avancer dans les maladies métaboliques sans avoir ces examens, ces fondamentaux. Dans les urines, vous les connaissez, c'est malheureusement, cette bandelette, nous ne l'avons plus, mais on l'avait il y a des années. L'acétonurie, vous pouvez la voir dans la bandelette. Là aussi, c'est au niveau de la réaction de Brandt. Tout cela pour se faire. Le DNPH de mon temps, on la faisait au lit du malade en mettant 1 millilitre d'eau distillée, 1 millilitre de réactif et 1 millilitre d'urine, et on avait un halo qui apparaissait. Par conséquent, c'est des choses assez simples que nous pouvons avoir avant d'aller se lancer vers les examens extrêmement approfondis et perturbés qui demandent une minutie de conditions préanalytiques, on va voir tout à l'heure, et en particulier sur l'ammoniémie et le lactate. Eh bien, si vous n'en avez pas, vous ne pouvez pas faire, eh bien, il faut faire la diurèse des 24 heures. Il faut une diurèse des 24 heures parce que parfois l'acétonurie, les réactions, en fonction de l'état rénal, de la fonction rénale, pouvaient avoir une modification. Et on n'a jamais eu en Algérie l'acétonémie, on a l'acétonurie. Et parfois, dans les situations où il y a une défaillance multiviscérale, l'acétonurie est en décalage par rapport à l'acétonémie, mais on s'y fait. On est encore satisfait avec l'analyse dans les urines. Sinon, il faut recueillir, les amis, les urines. Et chaque miction, on met le collecteur, on ne laisse pas le collecteur ou la diurèse le bocal en attendant. Non, il fait une miction, je fais ce qu'il y a à faire, je l'écris sur une feuille, j'écris et l'heure, parce que c'est en fonction de votre traitement vous allez avoir. Est-ce que la glycosurie, les corps cétoniques ont modifié? Est-ce que vous avez amélioré la perfusion rénale ou pas? Est-ce que vous avez donné des traitements vasoamines ou pas? Tout cela est important et vous allez les mettre au frigo, dans un récipient. Vous allez les mettre au frigo, non pas au congélateur. C'est une fois que vous avez réuni la diurèse des 24 heures, vous allez le mettre à congeler à -20. Il y a une erreur ici. Les corps cétoniques, c'est quelque chose d'extrêmement, extrêmement important. Le DNPH, malheureusement, on le fait, pas au lit du malade, mais en tout cas, on le fait à Alger, dans les CHU, on le fait au laboratoire. Elle est spécifique de l'hallucinance. Regardez ce qu'elle vous donne. Vous avez une odeur particulière, vous êtes tout le laboratoire, il fait DNPH, vous avez le diagnostic avant d'aller envoyer, faire une chromatographie. Qu'est-ce qu'on peut faire dans le sang? J'ai dit qu'il faut faire dans le sang l'équilibre acido-basique avec le trou anionique, très important, la glycémie, les ions, la formule VGM, le lactate et l'ammoniémie. Le pyruvate, malheureusement, on l'a fait pendant 2 ans, et avec une très grande déception, le pyruvate, parce qu'il nous permet le potentiel redox, il va nous faire également analyser le rapport lactate-pyruvate et il nous fait l'indication, le diagnostic des cytopathies mitochondriales.
Sinon, eh ben, vous allez centrifuger. Et là, une centrifugeuse de garde au laboratoire, sinon en réanimation, une réfrigérante. Là, on fait une centrifugation, on retire le plasma et on le met au congélateur. Sinon, c'est le buvard, vous l'allez mettre sur le buvard. Alors, tout le monde fait l'ammonémie, mais attention, l'ammonémie, c'est quelque chose de fondamental. Tous les laboratoires, et on a vu des ammonémies envoyées d'un laboratoire à l'étranger, je ne veux pas les citer, de toute l'Algérie par des laboratoires étrangers qui ont pignon en Algérie, prélèvements qui sont extrêmement fragiles, et nous avons discuté avec ces laboratoires, ils ne comprennent pas d'ailleurs, d'un point de vue couverture juridique, ils rajoutent dans les conditions de conservation et d'acheminement et de prélèvement. Il faut, attention, sans garrot, sur un enfant de préférence calme, sur vous avez, mettre sur un tube hépariné, le lactate également, et la glycémie sur le même tube que le lactate. C'est très souvent affichant au niveau du service quels sont les tubes et faire le prélèvement au moment de la défaillance. C'est pas le moment où l'enfant s'est amélioré, c'est au moment là, et vous allez l'envoyer rapidement. Et lorsque vous allez l'envoyer rapidement, il faut l'envoyer dans de la glace, les amis. Il faut avoir une poche de glace, il faut avoir une petite glacière. Je vais vous montrer le modèle que nous avions en réanimation à Parnay. Un modèle simple, hein, c'est des petites, on ne mettait même pas une petite bouteille de petite bouteille pitchinette de whisky, vous allez voir, tellement petite. Vous notez le nom, la date et l'heure. Les laboratoires, y compris à l'étranger, reçoivent des bons sans savoir. Et c'est très important. Quand vous allez réanimer un enfant, vous allez voir la tendance, comment est la clearance qui va avoir de l'ammoniémie ou de lactate, comment est la réponse de votre traitement, et vous allez juger de l'efficacité ou non. C'est à partir de là que vous allez, une fois que vous allez ramasser les urines au congélateur centrifugé, et que vous allez garder le sang au congélateur. Et bien sûr, immédiatement dans de la glace, toujours, il faut le mettre dans de la glace et un congélateur dans un service, c'est possible, hein, tout à fait possible, nous l'avons, pas un freezer, un congélateur ou un bas frigo et en haut congélateur, ça peut se faire. Nous avons pu organiser, même à l'échelle nationale, à travers ça, par une société privée qui ramène d'Oran, du Sud et de l'Est, des prélèvements congelés. Ça peut être le buvard, regardez le buvard, et tout le monde connaît ce buvard, et on peut faire jusqu'à 20 analyses actuellement, 20 analyses de maladies héréditaires du métabolisme uniquement sur le buvard. Nous ne pouvons 20 analyses. Pour l'instant, en Algérie, nous ne pouvons pas le faire. J'ai posé la question à tous les biochimistes, mais ça demande une somme de technique et d'appareils. Et bien sinon, voilà la petite glacière. Elle est extrêmement petite et elle peut, vous mettez un tube ici d'urine, vous mettez un tube de plasma et il peut aller à moins 20 degrés pendant 12 heures. Moins 20 degrés. Je l'ai pris dans ma veste. C'est quelque chose extrêmement important. Cette petite glacière est dans le congélateur. Au moment où on doit sortir, on doit voyager, on met le 2 tubes et on l'envoie et vous avez les conditions idéales pour avoir des résultats fiables. Bien sûr, vous allez faire le tube pour EDTA, pour l'étude de l'ADN. La biopsie, il faut la mettre à peine sur le sérum physiologique et le reste, c'est la biopsie. Voilà. Eh bien, le reste, c'est quoi? Le G, l'échographie, la PL, vous avez vu, ça ne vient pas la suite. C'est le bilan biologique. C'est le bilan biologique et l'anamnèse sur lesquels vous allez avoir des orientations. Eh bien, ces orientations, c'est quoi? Je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez l'expression neurologique. Vous avez un enfant qui a une convulsion, qui a un coma. Vous faites équilibre acido-basique, qu'est-ce que vous trouvez? Vous n'avez pas une acidocétose, il n'y a pas de corps cétonique. Eh bien, M. Bensoussi avait dit, vous avez fait un DNPH. Allez, le laboratoire. Il y a un réactif, il dit, rien. Le vendredi, le samedi, le labo là à partir de 3 heures. Sinon, l'enfant décède. J'aurais fait au moins le diagnostic. Regardez. Et par conséquent, vous faites l'ammoniémie normale, lactate normal, formane normalement. Il n'y a rien d'autre. C'est la leucinose. Vous allez faire une chromatographie. Une chromatographie, à ce moment-là, elle vient en dernier. Je ne vais pas commencer par la chromatographie en disant il vous faut chromatographie. Et c'est une démarche qui est maintenant faite à recommandation pour arriver dans ces laboratoires pour pouvoir nous orienter. La deuxième, c'est d'enfants qui viennent pareil, avec une détresse neurologique, avec une intoxication, coma. Mais qu'est-ce que vous allez trouver? Vous trouvez une acidocétose. C'est une acidocétose avec des corps cétoniques et un peu de DNPH. Vous trouvez une ammoniémie normale, des lactates modérément élevés, alors que la normale, mais vous trouvez ici
une formule numération perturbée, soit des plaquettes, une thrombopénie, et la thrombopénie peut vous perturber quand vous êtes en réanimation. Vous pouvez la mettre sur le compte d'une infection, une thrombopénie. Eh bien non, elle peut être l'expression de l'acidémie propionique, ou encore isovalérique, ou encore vous avez un VGM, extrêmement élevé, vous avez un VGM de 120, 140, et vous avez des enfants qui font des troubles digestifs, des diarrhées, ils viennent à la garde, on les réhydrate, ils s'en vont parce que c'est une j'ai fait la artérienne, la réhydratation, le protocole. Dans un mois, c'est un autre qui va le voir et rien n'est écrit. Mais on l'a fait, mais on n'a jamais jeté un coup d'œil sur le VGM. Le VGM était à 120, 130. C'est une acidémie méthylmalonique parce que c'est des enfants qui vont nécessiter un traitement par folate ou encore vous allez trouver d'autres médicaments de la vitamine B12. Après, vous allez faire le reste du dosage. Ce sont des aciduries organiques. Quatrième chose, vous avez un enfant qui a un déficit neurologique toujours, il est convulse. Vous avez une acidose importante, le dossier qui m'a été transmis hier, une acidose extrêmement importante. Il n'y a pas de corps cétonique, DNPH était 0, connu cet enfant, modérément élevé de l'ammoniémie, des lactates modérément élevés, une hyperplaquétose, une glycémie basse. Une glycémie basse, et qu'est-ce que vous allez trouver? C'est cet enfant qui n'a pas de corps cétonique. Comment voulez-vous trouver une hypoglycémie avec une hypocétonémie? Jamais. Il y a une maladie, c'est le déficit en oxyde gras. C'est-à-dire, les cytopathies, vous allez trouver l'anomalie des oxydations des acides gras. Une hypoglycémie. Normalement, un enfant qui a une hypoglycémie, le mécanisme de réponse, c'est une cétogénèse. Un enfant qui fait une hypoglycémie, au même temps qu'il fait une hypocétonémie, c'est la signature d'un déficit de l'oxyde gras. Là, vous allez faire l'électrophorèse, les dosages des acides carnitines, l'électrophorèse des carnitines et bien d'autres. C'est autre chose. Mais déjà, on est dans cette cas de figure, c'est un enfant qui présente une acidose avec une hyperlactacidémie modérée et une modérée. Ce n'est pas le cas tout à l'heure. Regardez celui-là, toujours neurologique, qui a une acidose, pas de corps cétonique, pas de DNPH, mais il a des lipées, regardez. Une hyperlactacidémie, une ammoniémie normale. Regardez le discriminant. Regardez. Il vous donne une ammoniémie normale. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Il vous donne de l'ordre d'une ammoniémie de 70 à peu près. Et vous allez trouver. Ce sont les acidoses lactiques, soit que vous connaissez, les cytopathies mitochondriales ou encore le déficit de PDH ou le cycle de Krebs. Là, en extrême analyse, ce sont les ARM beaucoup plus poussés. Et à ce moment-là, vous allez orienter votre biologie parce que vous avez une acidose. La cinquième, avec une insuffisance hépatocellulaire, toujours neurologique, pas de corps cétonique, pas d'acidose, pas de corps cétonique, rien. Mais il a une ammoniémie pure. Il a une ammoniémie. Sur 9 ans, on avait à peu près une vingtaine. C'était des ammoniémies, une ammoniémie extrêmement élevée, de l'ordre de 900. Vous imaginez, de 900. C'est qu'un micromol, ce qui est extrêmement important avec le lactate. Tout est normal. Calcémie, glycémie, formule, lactate normal, mais sans acidose, uniquement une ammoniémie. Et parfois, elle se réveille chez des enfants. On a eu un enfant, un neveu d'une pédiatre il venait comme ça, ce sont les déficits primitifs, les cycles dilués. Ça, vous pouvez doser à ce moment-là l'acide orotique et va vous orienter vers Alger. Sinon, c'est directement acidurie organique. Vous allez donner chromatographie des acides aminés. Et enfin, neurologie, myoclonie, hypotonie, toujours, absolument équilibre acide-base normal, le bilan de base normal, et l'enfant, il n'a rien, ni ammoniémie, ni lactate, rien, et c'est des enfants qui ont eu de convulsions myoclonie. Pensez aux autres maladies, en particulier la B1, la B6, la biotine. La biotine, ce sont des... Bon, c'est pour ça que de tels médicaments, je dis toujours que de tels médicaments doivent exister dans la caisse à outils des urgences de pédiatrie. Il n'y a pas de honte à réviser les conduites. C'est comme on ravise maintenant les phénoglobulines qui doivent être au niveau de l'urgence pédiatrique. On en a besoin dans des indications neurologiques, dans des indications rénales, dans des indications hématologiques. Ce sont des situations cardiaques, on en a besoin. Et donc, ce sont des médicaments qui doivent exister, parfois comme test thérapeutique, avant d'aller faire le bilan beaucoup plus complet. Eh bien, des grands syndromes devant vous, hein. Il faut d'abord penser aux maladies curables, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les
les acidémies propioniques et les cycles de l'urée, parce qu'on a des traitements de cycles de l'urée. Les convulsions, vous avez également les vitamines solubles. Si vous avez également un enfant qui va présenter suspicion de maladie métabolique, ce sont avec une insuffisance hépatique, ou enfin, vous avez une défaillance cardiaque, cycle de l'urée, hypoglycémie. Voilà des grands tableaux qui peuvent nous orienter sur telle ou telle pathologie. Ah ben, je vais terminer en vous donnant quelques messages. La cétonurie, et je remercie le professeur Bensoussi d'avoir insisté sur ça, c'est quelque chose de très important. Parfois, on le fait, on ne lit pas. On lit la densité urinaire, on en a besoin. On lit la densité, on lit la glycosurie, on lit également tout le reste de la bandelette, c'est extrêmement utile. Elle provient également, elle est toujours anormale et toujours pathologique si elle est associée à une hypoglycémie. L'hypoglycémie également, toujours manifestement, il faut la voir dans le cycle de la glycémie. Est-ce qu'elle est précoce? Est-ce qu'elle est tardive? Est-ce qu'elle est semi-tardive? Lorsqu'elle est précoce, c'est l'hyperinsulinémie. Lorsqu'elle est tardive, ce sont les métabolismes de l'acide gras. Et donc, par conséquent, c'est très important l'anamnèse. On ne va pas doser l'insuline lorsqu'elle est tardive. L'hyperammonémie, l'acide urée organique, lorsqu'elle est isolée tout seul, c'est le cycle d'Urger. Il s'agit d'une vraie urgence métabolique. En conclusion, dans les maladies métaboliques, je pense, vous connaissez beaucoup de choses, sûrement plus que moi dans ça. Ma préoccupation, c'est d'abord faire un diagnostic le plus rapide, le plus simple, c'est-à-dire nommer. Et nommer. Parfois, au début, et les parents, même après le décès, reviendront. Il faut garder cette sérothèque, il faut la garder. Nous avons dans ce congélateur et nous devons tous conserver parce que des équipements peuvent venir quelques années plus tard, on peut s'équiper pour avoir nommé cette maladie parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, c'est un conseil génétique et chacun de vous est sollicité par des familles parce qu'ils ont eu des pertes d'enfants. C'est des choix stratégiques de pays. Qui a besoin d'un test? Tout ça, ça va devenir, est-ce que c'est de la sécurité ou pas? C'est un vrai débat. Regardez M. Bensoussi qui parlait tout à l'heure de la bandelette et je l'en remercie et je connais son dynamisme et sa détermination. Il ne baissera pas les bras. Rabbi Hafdo, c'est extrêmement important. Et là aussi, les souffrances des familles, je ne peux pas vous dire comment elles sont nombreuses parce qu'elles sont responsables de morts in utero, de mortalité, d'handicap, de drames sociaux, d'hospitalisation inutile, de dépenses. Et très souvent, le diagnostic est basé sur une clinique fine, d'où les acteurs, et M. Bensoussi dit tout à l'heure, une formation. Il faut réviser les programmes, y compris au niveau du paramédical, au niveau de la formation du paramédical, car c'est un auxiliaire, les puéricultrices pour mise en niveau, c'est-à-dire le partage des connaissances, tel que nous faisons aujourd'hui, par les guidelines, partagées, par les recommandations, par les validations de procédures. Il faut que la technique soit validée aussi bien à Bab el-Oued qu'à Mustapha, qu'à Wahran. Il faut valider pour parler un même langage, pour homogénéiser les conduites, pour apprendre tous à reconnaître et à traiter l'exception. En fait, c'est ça ce qu'on nous demande. On va traiter l'infection. On vous dit, vous allez traiter, vous me cherchez l'exception. Et non, l'exception pour moi, médecin, mais l'exception dans la tête ou dans le corps d'une mère qui attend, qui a vécu 9 mois et qui perd un enfant n'est pas l'exception. Et surtout, ne pas lui dire c'est l'exception. Non, c'est pour éviter l'errance diagnostique de ces nombreuses familles avec des coûts majeurs de dépenses. Et c'est ça l'objectif, de plus en plus, n'être en risque. La patronne, Mme Benaleg, avait fait un topo il y a plus d'une quarantaine, n'être sans risque. On est passé de la médecine préventive à la médecine prédictive, et peut-être, à ce moment-là, on parlera peut-être du dépistage néonatal. Il y a des maladies qui ont un dépistage néonatal, au moins pour les maladies qui ont un traitement bien connu et codifié. Et peut-être ce dépistage, il va nous donner peut-être un jour un Zerif Hal, et je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur Hamlaoui, pour cette présentation. J'ai pas de mots pour c'était excellent. Moi, je suis toujours admiratif devant vos présentations et je ne sais pas si le docteur Bensalka peut dire quelque chose, parce que moi, je ne peux pas dire autre chose. Moi, je suis ébloui par cette présentation et avec le recul, on va acquérir un savoir avec notre recul et notre pratique courante. Et Dieu sait quelle faute on a fait involontairement. Et je vous remercie, M. Hamlaoui, c'était excellent et ça nous a rafraîchis.
Merci. Merci. De rien. Alors, on passe aux questions. Alors, la première question d'un confrère vous demande quels sont les laboratoires publics de référence qui font les maladies métaboliques. Alors, je vais vous répondre assez brièvement. Ne me dites pas à l'échelle nationale. Dieu fait comment j'ai circulé à travers l'échelle nationale, de Batna à Constantine, à Oran, à Tlemcen.